Merci d'accéder à cette rediffusion qui va débuter d'ici quelques instants. Oui, bonjour à toutes et à tous, hein. Je suis ravi d'être avec Louis pour cette séance de présentation des activités du CNP de santé publique. Donc, on va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, moi, je m'appelle Jacques Raymondeau, je suis médecin inspecteur de santé publique et je suis au sein du CNP, je suis le secrétaire général, hein. Nous avons une présidente qui est PUPH de santé publique à Rennes, Virginie Migeot. Et puis donc moi je suis le secrétaire général et j'ai une adjointe qui est médecin de l'éducation nationale, hein, ce qui vous donne déjà, bon, Louis étant au conseil d'administration, étant praticien hospitalier, nous avons des gens de la PMI, enfin on a une représentation, comme on va vous l'expliquer dans quelques instants, de, d'une bonne partie. La santé publique, c'est quelque chose de très vaste. Je ne dirais pas qu'on a absolument tout le monde, mais on a quand même une représentation assez complète des professionnels, des médecins de santé publique. Voilà, voilà. Donc, je vous propose, puisqu'il est 13h05, sans plus attendre, de commencer ce webinaire qui sera évidemment découpé en deux parties, c'est-à-dire que Jacques et moi allons vous faire la présentation des éléments. Et puis ensuite, il y aura un temps d'échange oral si vous le souhaitez, sachant que par ailleurs, effectivement, l'espace de discussion et de conversation est ouvert pour qu'éventuellement vous puissiez y insérer des questions incidentes auxquelles on essaiera de répondre en cours de présentation ou qu'on prendra en compte à l'issue de la présentation pour la discussion. Et donc, on a trois parties d'importance inégale qui est de vous présenter le parcours et la validation du parcours de DPC, ce qu'est Parcours ProOnline, qui est le support qui vous permet d'enregistrer votre DPC, et la démarche de certification, qualification et certification. Alors, très très brièvement, qu'est-ce que, pour ceux qui ne sont pas familiers du paysage institutionnel de la formation du développement professionnel continu. Qu'est-ce qu'un Conseil national professionnel? C'est une structure fédérative qui réunit des professionnels issus des différents organismes représentatifs de la spécialité, et donc il y a un CNP par spécialité qui ont passé des conventions avec l'État permettant notamment d'obtenir un financement et regroupant les composantes de la spécialité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour la santé publique, nous avons 7 collèges d'institutions, hein, puisque les membres sont des organisations professionnels et non des personnes. Le syndicat national des spécialistes de santé publique est dans le collège 7. Et Jacques, lui, est par ailleurs, compte tenu de son appartenance syndicale, voilà, dans le 4. Voilà. Mais au vous titre voyez du syndicat des médecins que inspecteurs. on a une représentation de l'ensemble du paysage de la santé publique. Les collègues médecins de santé publique exerçant dans des structures privées qui ne font pas partie des institutions publiques ont plutôt vocation, s'ils souhaitent se syndiquer ou se regrouper, à adhérer au SNSP, qui est assez large, justement, et qui est le syndicat des médecins de santé publique, quelle que soit leur institution d'exercice. Donc, les missions du CNP de santé publique sont d'organiser le développement professionnel continu, de préparer la certification périodique. Il y a également un rôle d'expertise, puisque la haute autorité de santé ou le ministère, lorsqu'il souhaite des experts dans tel ou tel médecin, dans tel ou tel domaine, s'adresse maintenant au CNP de la spécialité
charge à lui d'essayer de proposer des experts. Et dans le cadre donc du développement professionnel continu, de la certification, la définition des référentiels métiers, la formulation de recommandations professionnelles, c'est un travail qui est en cours. Et par ailleurs, les CNP ont vocation à participer à la mise en place de registres épidémiologiques, d'observation des pratiques, puisque l'ensemble des CNP sont intégrés à la Fédération des spécialités médicales. Voilà, et il y a 3 organismes donc que dans le cadre du développement professionnel continu, qui est l'Agence nationale du développement professionnel continu, qui est surtout importante pour les médecins libéraux, puisqu'elle participe au financement de leurs actions de DPC, alors qu'elle ne finance pas les actions de DPC pour les professionnels qui travaillent en établissement de santé, par exemple, ou dans d'autres institutions publiques. La Fédération des spécialités médicales, comme je le disais à l'instant, regroupe les CNP et la Haute Autorité de Santé valide les méthodes qui sont ensuite reprises par les différents CNP et adaptées le cas échéant. Donc, plusieurs types de missions, l'accompagnement, et c'est aujourd'hui effectivement ce qu'on vous propose donc dans le parcours de DPC et de la certification, dont nous avons élaboré et proposé le parcours, puisque les orientations de DPC sont définies pour tous les médecins par période de 3 ans, et nous sommes actuellement dans le 2e cycle de DPC qui avait commencé en 2020 pour le premier. Je le disais à l'instant, on adapte les méthodes de la Haute Autorité de Santé, et on assure une mission de veille pour pouvoir répondre aux questions et aux besoins des professionnels. Alors, assez schématiquement, le développement professionnel continu, comme je le disais, est un dispositif réglementé pour tous les professionnels de santé. L'objectif est que la formation continue, le DPC des médecins contribue à améliorer, à garantir la sécurité des usagers du système de santé. Alors, nous ne sommes pas directement en lien en général avec des patients, mais l'exercice de clinique n'est pas du tout interdit aux médecins spécialistes de santé publique, mais néanmoins un grand nombre ne sont pas en contact direct avec les patients, mais ils œuvrent pour l'amélioration de la santé de toute façon, et donc il est nécessaire, nous aussi, de maintenir nos compétences et de les améliorer. C'est une exigence qui est éthique et légale. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une obligation triennale, et nous sommes donc maintenant dans le 2e cycle de DPC. Alors, quand on veut valider un parcours de DPC, 3 points. On a des thèmes à respecter, des méthodes et des typologies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il y a des orientations pluriannuelles prioritaires qui sont définies par arrêté, avec des orientations nationales, globales, et des orientations de spécialité. Pour la spécialité de santé publique, les 3 orientations spécifiques sont les 147, 148, 149, et vous voyez qu'elles sont tout à fait d'actualité, puisqu'il s'agit d'améliorer ses compétences pour l'appui à la préparation à la gestion de crise d'origine ou à conséquences sanitaires, de prendre en compte les dimensions santé mondiale ou global health et une seule santé ou One Health dans les politiques de santé, dans les politiques publiques de santé, et par ailleurs, la thématique de l'amélioration et de l'évaluation des parcours de promotion de la santé et de prévention tout au long de la vie sur le territoire, ou sur un territoire, pardon. Voilà, donc ça, ça vous montre que c'est un dispositif très bien adapté
à la spécialité, me semble-t-il. Donc, les thématiques de la formation, donc, qui couvrent donc les 3 domaines spécifiques ou des domaines généraux, il faut aussi respecter les méthodes. Alors, quelles sont-elles, les méthodes? Les méthodes, elles ont été donc, je disais, définies par la Haute Autorité de Santé. Vous pouvez les retrouver sur son site. Mais évidemment, elles sont surtout adaptées aux cliniciens. Hein, quand on parle d'audit clinique, de chemin clinique, c'est surtout clinicien. Mais on a adapté les choses pour la santé publique. Alors, notamment parce que on a 3 types d'actions dans le développement professionnel continu. Des actions de formation continue, des actions d'analyse de ces pratiques et des actions qui concernent la gestion des risques. Un des principes du DPC est que une partie de l'activité professionnelle quotidienne peut être valorisée dans le cadre du DPC et on n'est pas obligé de suivre des actions extra-professionnelles ou en tout cas, il n'en est pas nécessaire d'en suivre beaucoup qui ne soient pas de son activité quotidienne. On a 3 modalités pour répondre à l'obligation de développement professionnel continu. Ou bien on s'engage dans un parcours de DPC dit au choix, avec des démarches qui comportent au moins 2 actions de typologie différentes, donc la formation, l'évaluation des pratiques professionnelles, la gestion des risques. On réalise ces actions de façon séparée ou couplée dans ce qu'on appelle un programme intégré. Ces actions sont inscrites dans le cadre des orientations prioritaires que je vous évoquais il y a quelques instants, selon les méthodes validées par la HAS. Et là, le site de la NDPC propose différents parcours. La modalité 2, c'est de s'engager dans un parcours comme il est recommandé par le CNP, on va le voir dans un instant. Et cette modalité est souvent majoritaire, en tout cas actuellement par ceux qui ont commencé le parcours. Et puis une modalité 3 qui ne nous concerne pas, qui est de suivre une démarche d'accréditation, c'est pour les spécialités à risque. Alors, pour ce qui est de la santé publique, on estime que le parcours de DPC, c'est au moins 8 jours par an, donc soit 24 jours pour 3 ans, avec des actions mixtes qui soient espacées dans le temps sur les 3 années, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de bloquer 24 jours, de faire un mois à un moment donné d'action de DPC et puis plus rien à d'autres moments. Il faut faire les choses de façon périodique. Avec donc des actions de formation, se former au moins 2 jours par an, qu'il s'agisse d'actions de formation diplômantes ou non diplômantes, de e-learning, qu'elles soient proposées par un organisme de DPC, c'est des enseignements, des conférences, de l'encadrement, du tutorat. On compte pour cela 18 jours au maximum. On peut faire aussi des réunions bibliographiques, rédiger des articles scientifiques ou professionnels dans des revues référencées ou non référencées, et donc le temps passé donc à les rédiger est compté pour 4 ou 6 jours, jusqu'à concurrence de 18 jours sur les 3 ans. On a aussi au moins 2 jours par an d'actions d'analyse des pratiques et de gestion des risques, selon une méthode qui est quand même relativement cadrée. On ne fait pas forcément n'importe quoi, même s'il s'agit donc aussi souvent de tirer parti de ce qui est fait dans le cadre de son activité, notamment des retours d'expérience, par exemple. Hein.
Et donc, ces activités-là, soit elles vont être attestées par l'institution, soit, en fonction des éléments de preuve qui seront fournis par les médecins, le CNP Santé publique validera la démarche suivie. Et c'est donc l'analyse des pratiques, on peut valider cela aussi bien si l'on est participant à une activité d'analyse de pratique, ou bien si on est organisateur. Donc, et comme je le disais, il y a une structuration de la démarche d'analyse des pratiques. L'institution élabore une charte de fonctionnement. Il y a un calendrier. C'est organisé. On a des documents de traces, de compte rendu, des suivis. Il y a un bilan qui est fait. Et donc, on importe en pièce justificative lors du dépôt de l'action d'analyse des pratiques. Enfin, on peut suivre des programmes intégrés proposés par l'ONDPC ou avoir des actions libres dont on va demander ultérieurement la validation, puisqu'on se connecte sur la plateforme Parcours Pro Online avec, vous l'aurez en disposition, pardon, un lien vers une vidéo sur YouTube qui vous démontre la plateforme, et j'espérais avoir un peu de temps pour la montrer, mais je pense qu'il vaut mieux continuer et y revenir si on a un peu de temps pour tenir dans les délais, parce que j'étais un peu plus long que ce que je pensais. Jacques va nous parler maintenant des principes de la certification périodique. On a affiché les principes. Pourquoi? Parce qu'on va aller un peu plus loin que les principes, mais il faut bien voir qu'à la différence du DPC, où Louis a pu vous faire une présentation assez stabilisée, même tout à fait stabilisée, pour la certification périodique, on est actuellement dans une phase, hein, c'est le calendrier qui veut ça. Faudra peut-être qu'on se revoie à l'automne, où on pourra vous donner effectivement les éléments validés. Mais enfin, ce que je vais quand même vous présenter est soit déjà quand même acquis, ou en bonne voie d'être acquis. Bon, donc qu'est-ce que c'est que cette certification périodique? C'est quelque chose qu'on a vu venir de loin, puisque on savait que le DPC pourrait effectivement un jour être suivi d'un dispositif entre guillemets plus sanctionnant, si on veut, qui était celui de la certification, donc le maintien de la qualification d'un médecin. Enfin, en fait, d'un ensemble de professions, en pratique, toutes les professions à ordre, hein, dont les médecins sont concernés. Ça recoupe le dispositif de développement professionnel continu. Fondamentalement, ça sert à la même chose. Hein. On a un dispositif de certification qui commence à fonctionner en fait. Alors c'est un peu le paradoxe, alors que tout n'est pas stabilisé, il est déjà fonctionnel, puisque réglementairement, depuis le début de l'année 2023, hein, on est rentré dans le premier cycle, en quelque sorte, de certification, qui sera un cycle de 6 ans, hein, ordinairement, sauf pour ceux qui étaient en fonction au 1er janvier 2023. Pour eux, la période sera de 9 ans. Hein. Donc en pratique, c'est du 2032 pour beaucoup d'entre nous, mais le rythme ordinaire de la certification sera un rythme de 6 ans. Hein. Donc on voit déjà le phasage, hein, 2 triennaux de DPC s'intégreront dans enfin bref, une période de 6 ans de certification. Alors, Louis, puisque c'est toi qui es à la manœuvre, on peut passer à la diapositive. Voilà, exactement. Alors, cette première diapositive est une diapositive très générale. Elle est issue des travaux, puisque Louis vous a expliqué que le CNP de santé publique est intégré, comme toutes les spécialités médicales, dans la Fédération des spécialités médicales. Donc, on a un modèle, hein, d'organisation
de la certification qui repose sur 4 blocs d'action, hein. Vous les avez ici. La diapositive suivante vous donnera des éléments plus. Non, non, reste sur la précédente, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous voyez, 4 blocs: actualisation des connaissances et des compétences, la qualité, renforcer la qualité des pratiques professionnelles. Ces 2 blocs sont en fait le DPC, pour faire simple. Voilà. Et puis, il y a 2 autres blocs qui sont nouveaux. C'est améliorer la relation avec les usagers. Ça, c'est la formulation générale, hein. Les usagers du système de santé. Pour les cliniciens, c'est la relation individuelle, hein, très largement avec les patients. Et puis, mieux prendre en compte la santé, sa santé personnelle, la santé du médecin, puisque nous sommes ici sur un CNP médical. Voilà. Tous ces non, non, pas encore, pas encore, lui. Tous ces, toutes ces actions, donc vous voyez, je ne vais pas reprendre, hein, fondamentalement, tout ce que Louis a déjà bien évoqué, hein, qui sont intégrés. Et l'ensemble, de ces éléments va faire l'objet d'un référentiel, hein, global de certification, un par spécialité. Pourquoi est-ce qu'actuellement, on ne peut pas vous présenter quelque chose de totalement stabilisé, très élaboré, mais pas encore complètement validé réglementairement, tout simplement parce que il y a une volonté de l'ensemble des spécialités médicales de travailler de manière synchrone dans le temps, et donc d'adresser à l'administration, à l'Agence nationale du DPC, à la DGOS, en fait, un paquet cadeau global, hein, des référentiels de certification, parce que ça nous paraît être une position plus solide professionnellement. Voilà, là on peut passer, Louis. Donc, vous retrouvez ici la même structure que celle de la diapositive précédente, mais là, cette fois-ci, c'est le libellé du CNP Santé publique. Donc, sur les blocs 1, 2, vous retrouvez le même libellé. On a simplement repris les éléments que vous a déjà donné Louis sur la quantification. Donc, on a bien fait en sorte, heureusement, me direz-vous, d'assurer la cohérence qualitative et quantitative entre le dispositif de DPC et la certification. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui êtes déjà rentrés dans le DPC, bah, vous êtes déjà en fait aussi dans la certification, hein. Le bloc numéro 3, vous voyez, on l'a modifié un tout petit peu, c'est améliorer les relations avec les usagers et bénéficiaires du système de santé, relations qui peuvent être vécues dans une démarche individuelle ou collective, directe ou indirecte. Donc là, on a effectivement pour les médecins de santé publique, compte tenu de la diversité de nos exercices, compte tenu de ce que disait aussi Louis, c'est-à-dire qu'il n'est pas impossible à un médecin de santé publique d'avoir aussi une part d'activité clinique, mais une partie d'entre nous sont des gens qui travaillent dans le cadre d'une approche collective des problèmes de santé, donc pour lesquels effectivement le lien avec les usagers, c'est quelquefois c'est pas de dire à Madame Michu qu'on s'occupe bien d'elle, mais c'est éventuellement de concevoir des dispositifs d'une interface harmonieuse entre des structures de pilotage du système de santé et les bénéficiaires. Donc, on a intégré cette particularité du fonctionnement des médecins de santé publique. Et puis, on a alors avec évidemment ici un affichage à 12 jours sur 6 ans, hein, action de formation, action d'analyse des pratiques. Comme le disait Louis, Voilà, oui, c'était sur la durée et sur le oui, fait que je pense qu'il fallait étaler son parcours dans le temps et non et, pas le et- concentrer sur et une courte période. voilà, comme le disait Louis aussi, il est tout à fait possible d'intégrer des éléments qui sont inclus dans la pratique professionnelle. Je pense par exemple, lorsque des collègues d'une administration ou dans un hôpital sont amenés à avoir des réunions régulières d'analyse de pratique, eh bien effectivement, ces analyses de pratique peuvent, et le cas échéant, hein, tout dépend comment elles sont conçues, permettre de travailler ce bloc numéro 3. Le bloc numéro 4, là, nous, on a fait le pari que les médecins sont des gens à peu près raisonnables. On a fait aussi le pari qu'on n'a pas exactement les mêmes contraintes quand on est médecin de santé publique qu'un chirurgien qui a besoin quand même de voir à peu près ce qu'il fait et de pouvoir se servir de ses mains, etc., de ne pas être trop alcoolisé en permanence, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, hein. Et donc, on a la position du CNP actuellement, et ça c'est le genre de choses qui va être sans doute discuté au moment de la validation, c'est de dire on fait de l'autodéclaration.
hein. Et vous verrez, c'est assez diversifié. Voilà, donc on a là, alors vous voyez tout de suite ce qui est marqué en jaune en haut, c'est une version en cours de discussion. Alors c'est plus une discussion au niveau du CNP. Au niveau du CNP, c'est stabilisé. Maintenant, ça va partir dans le circuit administratif, donc l'Agence nationale du DPC, la DGOS, la Haute Autorité de Santé, le cas échéant. Et donc nous allons avoir ici, durant l'été, effectivement, une procédure de validation. Alors, on ne va pas lire intégralement, hein, tous ces éléments, surtout que le bloc 1, ça renvoie effectivement à ce que Louis vous a dit sur le DPC. Vous pourrez, puisque vous aurez le support à votre disposition, vous pourrez regarder ça plus en détail, hein. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a la quatrième colonne des actions libres qui permet notamment de proposer soit a priori, soit a posteriori, hein, des actions qui vous paraissent pertinentes, mais qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre des colonnes précédentes. Ce que je vous dirais aussi, c'est qu'il y a certaines actions qui sont des actions un petit peu composites, hein, des actions, ce qu'on les programmes intégrés, qui sont des actions qui peuvent, où vous pourrez vous permettre de répartir le temps, hein. Par exemple, vous avez des séminaires qui sont à mi-temps, des séminaires où vous amenez de la formation et des séminaires où vous avez un temps de réflexion sur les pratiques professionnelles. Ben, ça peut être réparti, hein, en un mi-temps d'apport de connaissances et un mi-temps d'analyse de pratique, hein. Tout ça, simplement, comme le disait Louis, il faut le formaliser un petit peu, mais c'est tout à fait possible. La position du CNP, il faut bien comprendre, hein, pourquoi on vous propose ce cadre-là, c'est qu'on est plutôt ambitieux au niveau des volumes. Pourquoi? Parce que ce que nous disent beaucoup de collègues, c'est qu'ils sont dans des contextes contraints où les employeurs n'ont pas forcément envie de libérer massivement du temps de médecin, puisqu'il paraît que nous sommes précieux, comme on dit souvent. Et donc, les employeurs n'ont pas forcément envie de libérer massivement du temps de médecin. Donc, nous pensons que c'est un outil, un atout pour les médecins de santé publique de pouvoir arguer d'un niveau quantitatif suffisant pour valider les obligations. En revanche, on a contrebalancé ce niveau d'ambition qui est assez élevé par le fait qu'on peut être extrêmement souple, hein, dans les méthodes qui vont être utilisées, hein, puisqu'il faut aussi qu'on tienne compte de la grande hétérogénéité des pratiques des médecins de santé publique. C'est probablement chez nous qu'on a le maximum d'hétérogénéité. Donc, le CNP, là-dessus, il ne faut pas être terriblement stressé, même pas du tout. On est quand même, Louis ne contredira pas, je pense, on est quand même très, très open sur la validation. Mais dans un cadre qu'il faut quand même respecter. Le bloc numéro 4, le bloc numéro 4, c'est du déclaratif. J'attire votre attention sur la deuxième, deuxième ou troisième colonne, celle qui s'appelle analyse de pratique, où vous voyez que vous pouvez intégrer dans le cadre de votre certification des éléments collectifs sur la promotion de bonnes conditions de travail. Vous voyez que le quatrième alinéa se termine par la mention du DUERP, hein, le document unique d'évaluation des risques professionnels, hein. Donc on peut tout à fait effectivement intégrer des éléments sur la qualité au travail dans votre administration, dans votre hôpital, dans la boîte de consultants où vous travaillez. Enfin bref, tout ça est tout à fait possible. Cette diapo est une diapo de synthèse, hein. Vous voyez que d'un côté, à gauche, on retrouve les éléments du DPC. Nous avons effectivement à droite les éléments de la certification périodique. Comme pour le DPC, on est sur une base législative, hein. Pour la certification périodique, c'est une ordonnance, hein. Donc on est sur du lourd, c'est une contrainte réelle. Je termine juste en vous disant que il y a eu de temps en temps des rumeurs selon lesquelles
le DPC, le certification, le DPC, en tout cas la certification, ne s'appliquerait pas aux médecins de santé publique ou à telle ou telle catégorie de médecins. Actuellement, je pense il faut être clair, ce n'est pas vrai. Même le bloc 3, qui était celui des relations avec les usagers, s'applique. C'est pour ça qu'on l'a formaté le mieux possible pour les médecins de santé publique. Je dirais même à titre de commentaire que lorsque, comme c'est mon cas, je siège au conseil d'administration de la Fédération des spécialités médicales, nos collègues cliniciens des autres CNP sont tout à fait partisans que les médecins de santé publique conservent bien, même dans le cadre d'une approche collective, cette préoccupation du rapport aux usagers. Donc, on est totalement conforté là-dedans. Je crois que j'ai terminé de cette présentation rapide. Et là, il y a un temps d'échange. Merci Jacques. Et effectivement, les micros sont ouverts si vous voulez. Nous poser des questions. On a encore quelques minutes et vous aurez également des informations sur les différents sites. Nous avons les uns les autres des groupes LinkedIn, une newsletter du CNP Santé publique, pas encore du SNPSP, mais ça ne viendra probablement prochainement. Et donc là, n'hésitez pas. Alors, j'ai déjà une première question dans la veine de discussion. La typologie des usagers peut-elle être adaptée, pensée au regard du champ d'exercice et compétences? Par exemple, pour les méthodologistes, les usagers sont les investigateurs, donc pas des patients. Tu réponds, je réponds? Jacques, vas-y Jacques. Bon, d'accord. La typologie, oui, elle peut tout à fait être adaptée. On est tout à fait conscient, par exemple, que des collègues qui travaillent dans une administration vont avoir une relation aux usagers qui est tout à fait indirecte. C'est pour ça que le terme, l'adjectif direct ou indirect apparaît au niveau de l'astérisque. Oui, bien entendu, il est indispensable d'avoir ce type d'approche et d'individualisation. Ça voudrait dire, par exemple, que si vos contacts, vos professionnels sont des commanditaires, ce que vous pourrez valoriser, c'est la prise en compte de cette dimension de relation avec les usagers dans le cadre de ce travail de conseil. C'est peut-être ça votre activité, de votre travail de conseil. C'est tout à fait possible. On intègre aussi même le fait que dans certains cas, le médecin de santé publique sera un peu limité dans la description de l'activité par le fait que si par exemple si on prend quelqu'un qui travaille dans une ARS, l'analyse de la performance professionnelle, elle se mélange avec l'analyse de la performance de l'administration. Et donc, il y a des choses qui, on comprend très très bien que c'est pas exactement le même type de compte-rendu qu'on peut faire en matière clinique. Donc, on essaiera d'adapter le plus possible. Je pense que, Louis, on ne trahit pas un énorme sujet en disant que le CNP de santé publique, effectivement, apprend en partie en marchant. On est confronté aussi à la diversité des exercices professionnels. Voilà. Absolument. Et même, par exemple, de toute façon, des actions de formation à l'animation des groupes, à la prise de parole, par exemple, pourront parfaitement être prises en compte. Alors, je ne voyais pas jusqu'à présent, excusez-moi, les mains qui se levaient mais je vais les prendre. Simplement, une question le chat, un master 2 de recherche clinique peut-il être considéré comme du DPC? Oui, a priori, ça pourra l'être. Alors, je ne sais pas qui était dans l'ordre. Alors, on va peut-être... Bonjour tout le monde. Petite question par rapport à ce que j'ai vu dans les premières diapos, donc sur la partie DPC, où on parlait de la rédaction d'articles référencés ou non référencés. Est-ce qu'on peut considérer que la rédaction de chapitres ou de livres de formation compte aussi? Oui, absolument. Youpi. Absolument.
Parfait. Oui. Merci. On l'a déjà validé. Merci beaucoup. Absolument. Oui, brièvement, moi j'ai mis dans le chat le site d'inscription. Tu as mis une vidéo qui permet d'expliquer le sujet et on a mis dans le chat aussi le site d'inscription à la démarche FSM. Voilà. Moi, c'était plus une remarque. Donc, Nicolas Leblanc, je suis le président du SNSP. Moi, vous l'avez dit, Louis et Jacques, déjà un grand merci pour la présentation. C'est quand même assez ouvert et l'objectif étant quand même d'être le plus ouvert et d'apprendre en marchant, ça a été dit. Mais moi, j'encourage un peu tout le monde à aller rapidement quand même sur le site parce qu'il est quand même pas hyper ergonomique. Hein. Il faut quand même s'y faire. Il y a un apprentissage du renseignement des dispositifs, même si la démarche est souple. Il y a quand même un peu de travail d'apprentissage sur le sujet, et notamment parce que dans le cadre de nos exercices, on a une diversité d'exercices moi je travaille dans le privé et je suis sur des fonctions plus managériales d'équivalence de ce qui peut être proposé, qui consiste à faire rentrer des ronds dans des carrés, même si le jugement du CNP est très ouvert. Donc voilà, ça permet de se confronter à la diversité des expériences. Voilà. Alors, vous voyez peut-être l'écran effectivement de connexion à Parcours Pro online avant de donner la parole à Catherine Grenier. Donc, où vous aurez notamment des documents à télécharger. Et si effectivement vous avez des difficultés d'utilisation du site, des questions, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Et je suis confus d'avoir fait une erreur. Effectivement, il faut utiliser président@snsp.org ou secrétaire@snsp.org et contact n'est pas fonctionnel pour l'instant. Donc effectivement, pour contacter le SNSP, on pourrait envisager une formation soit personnalisée, soit sous forme de webinaire pratique ultérieurement. Bonjour Catherine, et quelle était ta question ou ton intervention? Oui, bonjour à tous. D'abord, je voulais vous remercier pour ce webinaire. Je trouve que le format est adapté et qu'on était très en attente d'avoir de l'information. Donc, merci beaucoup de cette initiative. J'ai une petite question de fond et puis une question très opérationnelle. La première, d'abord, je trouve que les orientations prioritaires ont du sens et on doit être nombreux à s'y retrouver, donc c'est bien. C'était pas gagné, c'était pas facile. Je voudrais savoir ce qui se passe pour les médecins conseils de l'assurance maladie, puisque nous avons une institution qui se préoccupe du développement professionnel continu des médecins conseils. Moi, je rappelle, je ne suis pas médecin conseil, mais j'ai dans mon équipe plusieurs médecins conseils et on est à la fois des médecins conseils qui sont aussi médecins de santé publique et d'autres qui ne le sont pas. Je voudrais savoir si cette articulation est pensée de votre point de vue. Et ma question beaucoup plus opérationnelle, c'est si on commence à remplir le site du DPC jusqu'au moment où les compteurs sont relevés, ce n'est que pour nous ou c'est déjà visible sur le plan administratif? Est-ce qu'on peut faire des choses et se dire de toute façon je pourrais modifier? Oui, on peut modifier. On peut modifier, ce n'est que pour soi et à un moment donné, on décide de valider en fin de cursus. Et de la même manière que vous pouvez parfaitement stocker sur Parcours Pro Online des éléments dont vous déciderez ultérieurement si vous souhaitez les présenter pour la validation. C'est complètement ouvert. Alors, pour ce qui est des praticiens conseils, ça va nous amener sur un terrain qui est un petit peu complexe. On peut reporter la question si besoin. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, on va faire assez rapidement parce qu'on a atteint le temps limite, mais on va quand même prendre quelques instants si vous avez un peu de battement. Ça pose tout simplement la question du CNP de rattachement, si vous voulez. Parce que si vous avez, et on connaît ça dans d'autres groupes administratifs, on va dire, vous pouvez, et vous avez probablement des praticiens conseils qui ne s'identifient pas comme médecins de santé publique, mais comme pédiatres ou endocrinos. Donc peut-être qu'ils seront rattachés à, si c'est possible, parce qu'il faudrait que les endocrinos les acceptent en tant que tels, voilà, c'est un autre sujet, ils peuvent être rattachés à un autre CNP. C'est ça. Donc là, effectivement, vous avez un vrai travail de clarification. Je ne vous cache pas qu'au sein du CNP Santé publique, allez, je vais le dire très brutalement,
les médecins de l'assurance maladie sont quand même terriblement absents. Malheureusement, et effectivement, voilà. On le regrette. On le regrette et il est possible effectivement que ça cache peut-être une difficulté de positionnement par rapport à la santé publique. On sait qu'il y a des médecins dans l'administration d'État qui souhaitent rester pédiatres, par exemple. Ça existe. Hein. Donc, voilà, j'arrête. Mais c'est un sujet qui peut être creusé, effectivement. Oui, absolument. Et et Catherine, si tu peux encourager les structures de regroupement des collègues qui exercent au sein de l'assurance maladie, quel que soit, à venir au CNP, ils ont leur place au CNP. Et justement, s'il y a des difficultés pour eux dans l'organisation du DPC, des structures de discussion et de transmission et d'une courroie. Le CNP est aussi une courroie de transmission des difficultés qui se posent sur le terrain. Voilà, Cyril, bonjour, à toi la parole. En même temps, je réagis sur ce propos, mais des gens qui sont pédiatres ou cardiologues ou voire même chirurgiens dans l'administration, ils ont peut-être envie de rester pédiatre, cardiologue ou chirurgien, et on ne voit pas non plus pourquoi ils obtiendraient une qualification en santé publique. Parce que s'ils voulaient devenir médecin de santé publique, il faudrait qu'ils soient qualifiés en santé publique. Avec la réforme du 3e cycle, il faudrait qu'ils demandent un nouveau DES, un 2e DES, ce qui est possible. Hein. Mais bon, c'est pas si simple que ça, à mon avis. Moi, j'avais une question très très simple qui est que tout le monde doit se poser, mais quelles sont les sanctions possibles si on n'est pas certifié ou si on n'a pas conduit son développement professionnel continu? On redevient chirurgien? Non, je plaisante. Je pense que la premier élément de réponse, c'est qu'à mon avis, on le saura a posteriori, c'est-à-dire que pour le moment, on est en train de monter un dispositif dans un pilotage État, et je pense que la question des sanctions, elle va se poser à partir de 2032, c'est-à-dire au moment où on sera arrivé au premier et où éventuellement on constatera que certains médecins n'ont pas satisfait aux obligations de certification périodique. Mais, et tu as une idée de quel type de sanctions il pourrait s'agir? Les sanctions, en fait, il y a eu déjà des discussions parce que ça provoque déconventionnement. Ça provoque déconventionnement. Ça peut être un déconventionnement, ça peut être des obligations de formation pour se mettre à niveau avec des délais, etc. À l'extrême limite, ça peut aller jusqu'à des situations d'interdiction professionnelle, soit directe ou indirecte, parce qu'on peut très bien imaginer que peut-être pas pour les médecins de santé publique, mais pour des spécialités cliniques, si vous n'êtes pas certifié, vous n'avez plus de compagnie d'assurance qui acceptera de vous prendre en charge. Moi, je pense qu'en 2032, un gynécologue obstétricien qui n'aurait pas satisfait aux obligations de certification périodique, il ne trouvera pas d'assureur. Tout simplement. Alors, très rapidement, avant de donner la parole à Bruno, il y a une question sur la correspondance entre le nombre de jours et le nombre d'heures, parce que si on a des actions qui durent moins d'une journée, oui, il y a une correspondance entre un jour et un nombre d'heures. J'avoue que je ne l'ai plus en tête. Je crois que je me demande si c'était pas 7 heures par jour. Jacques, est-ce que tu as le souvenir ou pas tout de suite? On regardera les textes. Moi, je suis feignant, je pense que c'était 6 heures. 6 heures ou 6 ou 7 heures, en fait. Il y a une correspondance, ça figure quelque part, mais je suis confus, je n'ai pas révisé cet aspect-là. Mais oui, les actions de moins d'une journée peuvent être cumulées pour arriver au besoin. Mais je répète, on découvre en fait les problèmes progressivement. Le week-end, enfin il y a quelques jours, on m'a soumis un problème auquel on n'a pas encore pensé, qui est l'adaptation des volumes horaires que nous avons fixés pour des collègues qui auraient eu des arrêts de travail prolongés. Des arrêts d'activité prolongés. Est-ce qu'il faut garder pour quelqu'un qui aurait eu un cancer, qui aurait été arrêté pendant quelques mois, est-ce qu'on garde les mêmes volumes ou est-ce qu'il faut les réduire au prorata, etc. Ça, c'est pas tranché, mais je veux dire qu'on va forcément, il y a encore des ajustements assez fins à apporter au dispositif. Voilà. Bruno, bonjour. Tu avais une intervention et je
pense que ça pourrait être la dernière ou l'avant-dernière, parce que on va pas durer trop longtemps, dépasser trop longtemps, même si on est très content que vous soyez là. Mais la merci. dernière et non la moindre, Louis. Bonjour à tous. Absolument. Oui, je rebondis sur la question qui a été évoquée par la CNAM. Là. Je suis en ARS, donc on a exactement la même problématique qui est d'avoir un certain nombre à la fois de spécialistes de santé publique et de gens qui sont d'origine professionnelle diverses, médecins généralistes ou autres. Et l'information qui circule aujourd'hui, c'est que, y compris confirmé directement par le Conseil de l'ordre de chez nous, c'est que finalement, on va intégrer tous ces gens comme étant spécialistes de santé publique de façon extrêmement simplifiée et que le problème sera réglé. Et que le CNP s'engage à être extrêmement ouvert à tous ces gens qui ont une origine professionnelle de spécialités différentes. Donc voilà, pour l'instant, je témoigne, et comme nous sommes dans le cadre du syndicat national des spécialistes de santé publique, il me paraissait important de porter cette idée, mais je l'ai encore entendu dans une réunion interne à nos organismes, pas plus tard qu'hier, pour dire les choses. Et je dis bien, pour en avoir parlé avec un président de conseil départemental de l'ordre de la région, c'est exactement le retour que nous avons eu. Donc, il est clair que la question se pose de savoir ce que souhaiteraient faire nos collègues d'autres spécialités travaillant dans un mode administratif aujourd'hui ou dans un mode de type santé publique. D'abord, ce qu'ils souhaitent faire et deux, ce qu'ils peuvent faire. Parce que comme le disait très justement Cyril à l'instant, changer de spécialité n'est pas a priori actuellement quelque chose qui se fait simplement en faisant une lettre au Père Noël. Donc voilà, je ne sais pas si le syndicat, pour le coup, a une petite idée sur la question, ou le CNP, plus précise. Ce que je peux vous dire pour le CNP, c'est que la question, elle est connue depuis quasiment les origines, que la position du CNP, Louis confirmera, je pense, n'a jamais été de dire que ce serait gratuit de devenir médecin spécialiste en santé publique. En revanche, ce que nous avons toujours dit, c'est que le CNP s'efforcera d'accompagner les confrères qui voudraient évoluer vers la spécialité de santé publique sur ce chemin-là. Voilà. Mais je pense que la difficulté, en fait, et ça, il faut le dire, par exemple, par exemple, à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, un des problèmes auxquels peuvent être confrontés des médecins qui ont une qualification clinique, mais dont l'exercice n'est plus clinique, c'est qu'à un moment, ils vont avoir un problème si ce sont des généralistes. Moi, je ne suis pas du tout sûr que le CNP de médecine générale, je suis même quasiment sûr du contraire, va les accepter encore comme médecins généralistes. On va leur demander, vous prescrivez comment, quoi, etc. Vous avez vu quel type de patient, combien de femmes enceintes, combien d'enfants? Aucun, mais vous n'êtes plus généraliste. C'est un débat qu'on a eu entre enseignants de santé publique pour la qualification par le DES. C'est vrai que dès la réforme du 3e cycle, il a été évoqué le fait de pouvoir avoir un 2e DES. Mais chacun des DES et chacun des coordonnateurs de DES a dit oui, d'accord pour un 2e DES, mais sous certaines conditions, on ne va pas donner un DES à un clinicien s'il n'a pas fait telle et telle chose, s'il n'a pas un master, s'il n'a pas un certain nombre de stages. Et je crois qu'à ce stade, on n'a rien défini en réalité. Et ceci pour toutes les spécialités. Parce qu'il y a la même chose qui peut se produire entre un chirurgien qui veut devenir endocrinologue et puis un interniste qui veut devenir gériatre. C'est exactement la même situation. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'actuellement, il y a un projet de décret qui vise à organiser la transition d'une spécialité à une autre spécialité. Ce projet de décret, il est très clair, ça va prendre plusieurs années avec une sorte d'effet en ciseaux, si vous voulez, où on démarre avec son ancienne spécialité et on va progressivement, en fait, monter en charge sur la nouvelle spécialité avec un rattachement à une équipe universitaire de CHU. Enfin, c'est clairement l'acquisition, comme le disait Cyril Collin, d'une nouvelle spécialité. Voilà, point final. Donc, je pense que le piège,
J'ai un point quand même là-dessus parce qu'on en a parlé en CMP et puis il faut qu'on travaille y compris avec les médecins de santé publique qui sont proches des ordres départementaux ou du Conseil national de l'ordre des médecins, mais les processus de qualification et de certification DPC n'ont pas été articulés aujourd'hui pour être clair et je pense qu'il faut qu'on les articule. On a 6 à 9 ans pour le faire si l'appareil législatif et réglementaire commence à être produit, mais en tant que président du syndicat national de santé publique, ça fait vraiment partie des éléments qu'on a dans le viseur pour suivre avec intérêt pour notre spécialité, parce que comme ça a été dit justement, ça concerne l'ensemble des spécialités et je pense que ça va être traité au sein de la FSM avec précision. Mais on est au début de l'histoire plutôt qu'à la fin, me semble-t-il, aujourd'hui. Oui, et en pratique, on essaye, je pense comme à la CNAM, de structurer un peu les actions de formation pour préparer donc ce travail, surtout pour les plus jeunes d'entre nous. Et donc, quelle piste est-ce qu'on peut suivre pour ces praticiens qui ont, si j'ose dire, le cul entre deux chaises en la matière? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Moi, leur conseiller des formations continues. Leur conseiller des formations continues de santé publique. Ouais. Voilà. Moi, je pense que le premier conseil qu'on peut leur donner, ce serait de se renseigner auprès de l'autre CNP, par exemple. Donc, si c'est un généraliste, de prendre contact avec leur CNP de médecine générale et de voir ce que ça coûte de rester qualifié en médecine générale et si ils peuvent le faire. Parce que je pense que la difficulté, on l'a bien dit, c'est que dans les métiers que nous exerçons, on peut se retrouver avec un hiatus très important entre la réalité de la pratique professionnelle et la qualification. Voilà, et moi je sais que, pour en avoir discuté, les généralistes, spécialité en cours de constitution plus récente en tant que telle, ils sont quand même très exigeants sur les critères pour être maintenus généralistes. Une des solutions possibles pour les autres spécialités pourrait être de faire l'option administration de la santé qu'on a mis en place pour les internes et qui pourrait être ouverte à d'autres spécialités cliniques. Oui, mais c'est à voir avec l'école des hautes études en santé publique. Et puis c'est à voir aussi avec les universitaires parce que l'option administration de la santé, c'est une surspécialisation de l'internat. Donc, ça suppose d'avoir fait quand même les années d'internat. Donc, pour quelqu'un qui partirait avec de la médecine générale au départ, l'option administration, elle ne couvre pas la totalité du champ de la santé publique. Donc, il y a un vrai problème. Je suis désolé, là on a un débat tout à fait intéressant et fondamental. Il y a un document sur le site du CNP Santé publique, justement, un document qui synthétise qui présente le parcours à suivre lorsqu'on veut obtenir sa qualification en santé publique. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder, le télécharger, parce qu'effectivement, comme il a été dit, pour l'instant, les CNP sont organisé par spécialité ordinale et pour nous, pour la santé publique, et quoi que disent certains responsables d'ARS, etc., il est pas question de brader la santé publique, mais il est aussi question de permettre à chacun d'avoir un parcours professionnel enrichissant, valorisé, mais en fonction aussi de son investissement. Et comme on le sait tous, effectivement, le principe de la santé publique, c'est que même si on se spécialise dans un domaine, c'est qu'au départ, on a un tronc de formation assez large, plutôt une bonne base de formation très 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 large, et qu'il ne saurait être question de donner la qualification en santé publique. Et moi, je suis par ailleurs membre de la Commission nationale de qualification en santé publique du Conseil de l'ordre. Il n'est pas question de donner la qualification en santé publique à quelqu'un qui serait hyper pointu dans un domaine, mais qui n'aurait pas de compétences et pas de connaissances dans les autres champs de la santé publique. Alors, merci beaucoup à vous deux. Au revoir, je vous quitte. Merci beaucoup. Louis, en pratique, un gastro-entérologue qui remplit son dossier de DPC, qui a tout bon dans les cases, qu'est-ce qui se passe? Son DPC est validé ou pas?
Pour l'instant, en tant que médecin de santé publique à Bruno, j'imagine. Oui, dans le CNP de santé publique, évidemment. Oui, dans le CNP de santé publique. S'il a un parcours assez large et que même et c'est là où on est dans une zone grise pour l'instant, puisque pour l'instant on ne pourrait qualifier que s'il est, on ne pourrait valider son DPC que s'il est qualifié à l'heure actuelle. Mais c'est quelque chose qui va peut-être changer. Là, on est vraiment effectivement dans la zone grise, mais comme on n'est pas encore au bout de la période, on peut espérer que des choses se décanteront. Ceci étant dit, Louis, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire tout simplement, hein, c'est que pour des gens qui sont à peu près stabilisés professionnellement, des très jeunes qui savent pas exactement ce qu'ils vont faire de leur vie, ça c'est autre chose. Mais pour des gens qui sont à peu près stabilisés, il y a quand même tout intérêt à homogénéiser les conditions de pratique et la qualification. S'il y a quelqu'un qui se prépare à faire une carrière dans la régulation du système de santé, il faut mieux qu'il soit qualifié en santé publique, quoi. Il aura moins d'ennuis, moins de difficultés. Voilà, et qu'il se donne les moyens, s'il n'a pas suivi l'internat de santé publique, il se donne les moyens d'avoir l'équivalence de l'internat pour pouvoir effectivement avoir sa qualification. Alors, je peux être que d'accord avec vous, mais vous vous en doutez, compte tenu de mes antécédents. Mais c'est vrai qu'en pratique, on peut avoir des gens, même déjà un peu assis dans la carrière, qui viennent passer 2-3 ans dans une institution, qui repartent vers un autre exercice. Bon, voilà. Donc c'est. Voilà. Nous allons nous interrompre là. Je suis à la fois désolé et ravi que nous ayons été aussi nombreux. Et donc nous organiserons un autre séminaire plus approfondi lorsqu'on aura davantage d'éléments sur la certification. Ce que vous a présenté Jacques sera stabilisé. Et puis nous répondons à toutes les questions et toutes les demandes. Et désolé si on a raté des choses dans le chat qu'elles ont défilé, qu'on les a pas vues. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.